André, pour ne rien vous cacher, je vous écoutais ce matin en venant ici vous retrouver dans mon train Mmh. et j'écoutais notamment une conférence que vous avez donnée pour fêter le 110e anniversaire de la loi de 1905, hein, la célèbre loi de séparation des églises et de l'État. Et pour vous paraphraser, hein, corrigez-moi si je m'abuse, vous essayiez de montrer que les spécialistes de la laïcité, notamment, ont tendance à oublier Voltaire dans ce débat et dans cette histoire de la laïcité française, ce qui peut paraître tout à fait étonnant, d'autant que Voltaire est né, disons, une dizaine d'années après la révocation de l'édit de Nantes et décède, en fait, environ 10 ans avant la Révolution française. Alors, comment imaginer que la place d'un penseur comme Voltaire puisse être oubliée, en fait, dans notre histoire de la laïcité? Oui. Je pense en fait que les historiens de la laïcité, travaillent sur la construction de l'idée moderne de laïcité et donc ils s'intéressent moins à la genèse de l'idée, en particulier à la pré-genèse, le mot manquant, qui est le moment clé en fait. Le moment clé, c'est que que des conditions de réflexion et de construction intellectuelle se mettent en place pour que le mot soit en quelque sorte nécessité et toute cette période-là, elle est, je dirais pas complètement oublié, mais il n'en parle pas. Peut-être travaille-t-il sur les textes de Voltaire qui appellent à la laïcité sans le mot, mais ils n'en disent rien. Le dernier cas est frappant, c'est un volume que j'aime beaucoup par ailleurs, sur dictionnaire de Penarwis que citait tout à l'heure Stéphanie, euh, le dictionnaire amoureux de la laïcité. Il y a un long article de Voltaire de 9 pages qui est tout à fait intéressant, qui évoque le combat de Voltaire pour la tolérance, les affaires dont il s'est occupé, mais pratiquement aucun texte de Voltaire n'est cité où interviendrait en mots très clairs, très précis, la notion d'un abus, en quelque sorte, de pouvoir de l'Église. Et le fait que, c'est rappelé partout dans Voltaire, le clergé est un ordre d'État. Et donc, ce dictionnaire amoureux de la laïcité est bien fait avec son article Voltaire, mais ne cite pas les passages les plus pertinents de Voltaire, qui en quelque sorte, sans le mot, touchent à la laïcité d'une façon très précise. Hein. Je pourrais citer ici la fin d'un texte de Voltaire inédit, dont je parlerai hein, dans d'autres occasions, qui concède aux prêtres euh, naturellement leur travail de prêtre, mais qui finit de la façon suivante, qu'ils soient les précepteurs des enfants et non les maîtres des hommes. C'est une phrase complètement oubliée, je la révèle ici, on peut l'entendre comme un passage inédit de Voltaire, ce qu'il est, et voilà que la fonction, en quelque sorte, magistrale des prêtres, en tant que prêtres de morale en particulier, de morale laïque si je puis dire, en tout cas de morale on va dire, la fonction est reconnue, elle est même encouragée, elle est admise pour l'avenir du pays, mais pas de vouloir rester ce qu'ils sont, maîtres des hommes. Moi, je me propose peut-être de nuancer ce relatif oubli voltairien. Je songe quand même que depuis la conférence qu'a donnée André en 2016, il me semble que nous avons évolué. Alors, tu citais le dictionnaire amoureux de la laïcité, où, à ton sens, il manque des textes, mais certains des textes proposés par Henri Pénarhuis sont tout à fait pertinents. Oui, Il a également placé en épigraphe un texte de Voltaire c'est sur vrai. les 4 qu'il a choisis. Et Voltaire, si je ne m'abuse, a
droit à la plus longue notice, plus Ah longue oui, que celle accordée à Condorcet, par exemple, oui, ou tout à à fait. d'autres. Et j'ai également été, non pas frappée, ni particulièrement admirative, mais lorsque j'ai recherché dans les documents des académies, des documents sur la laïcité, j'ai eu le plaisir de noter que c'était le souper de Zadig qui était proposé Oui, aux collégiens et aux lycéens, le traité sur la tolérance que tu évoquais, ou encore la lettre sur les Quakers, bien connus des lettres philosophiques, et cela adossé à un arsenal de textes qui convoquaient aussi bien Bayle, Locke, Montesquieu, Spinoza et Voltaire. et Voltaire, oui. Donc il me semble qu'il y a eu quand même un travail de fait et que ce relatif oubli est en partie réparé. Et je crois aussi que ce relatif oubli tient à un préjugé que j'ai encore constaté hier lorsque j'étais à Ferney dans la librairie et je lisais sur un volume Voltaire, l'ami des rois. Et donc Voltaire, ami des rois, ami des souverains, partisan, comme on peut le lire, d'une monarchie absolue, euh, n'est pas forcément aux yeux de nos contemporains, le- ne tient pas forcément le flambeau de la laïcité conçue comme un principe de gouvernement dans la République. Oui, oui, ça on l'entend bien ça. Faire de Voltaire, pardon, j'interviens Je à vous en prie. chaud, faire de Voltaire un partisan ou un adepte de la royauté absolue, c'est une énormité. Alors, invoquer contre une vérité perdue, à savoir que Voltaire a quelque chose à voir avec la naissance de l'idée de laïcité, un préjugé faux, c'est vraiment la pire des choses qui puisse arriver. Il y a un type de royauté à laquelle Voltaire est complètement et d'une façon épidermique, réfractaire et absolument contraire, c'est la royauté de droit divin. Hein. Alors la royauté absolue, en particulier absolue contre les empiètements de l'Église, ferme sur ce principe-là. Il est pour, bien sûr. Les rois, il vit dans une époque de royauté. Il y a trois républiques de son temps, c'est tout. C'est trois républiques de petits États. Et donc la République n'a pas d'avenir dans un esprit moyen, bien fait du XVIIIe siècle. À la fin du XVIIIe siècle, si, mais dans le début, moins. Et donc, il est pour les rois comme on est pour le beau temps. Hein. Mhm. On préfère le beau temps à la pluie. Ou alors par pragmatisme, Et ce par sont ses pragmatisme, bien sûr. interlocuteurs. Il Il me faut avoir, il faut semble, avoir un carré d'as dans sa poche, oui, quand on peut. Et les manipuler si on peut. il me semble, Pragmatisme, et pardon, oui, je t'en prie. que Voltaire a pensé dans un premier temps la séparation de l'Église de France de l'Église de Rome, puis dans un Oui, second temps la Forme séparation de l'Église et d'égalitarisme. de l'État, et, et qu'il a également pensé la République. Il y a des textes où il est clairement écrit oui, contre le préjugé d'un Voltaire ami des souverains et oui, oui. partisan des régimes forts. Il y a des textes que l'on peut facilement convoquer sur le rêve d'une République qui serait sans doute un bon gouvernement, une forme de gouvernement possible et sans doute bonne, puisqu'elle assurerait la liberté de chacun. 4 mots d'une lettre privée. Je veux renaître républicain. Mhm. Lettre à Cramer, Mhm. des années 60. Alors vous avez nuancé tous deux, hein, l'amitié de Voltaire avec les rois, c'est quelque chose effectivement qu'on entend encore. Et j'ajouterais à ces discours stéréotypés sur Voltaire, qui circulent néanmoins dans la presse notamment, des accusations récurrentes, soit d'antisémitisme, soit de xénophobie, qui viennent de tous bords, hein, politiques, et qui sont, bien que nuancés ou complètement combattus hein, par nous autres chercheurs, qui peut-être entravent euh, la- l'association, l'assimilation de Voltaire à la notion de laïcité. Qu'en pensez-vous? Oui, j'ai soulevé des problèmes aigus et très très lourds. Répondre en peu de mots est difficile, faut le tenter toujours. Voltaire n'a jamais, par rapport aux Juifs, soulevé une réaction de groupe contre groupe. Aucun texte de Voltaire n'explicite quelque chose du genre nous autres, nous qui sommes différents, etc. etc. Lorsqu'il
par rapport aux Juifs lorsqu'il condamne les massacres de Juifs du passé, celui des croisades en particulier, dans les régions allemandes traversées par les croisés, les croisés, euh, il touche le problème de fond d'une haine d'église, précisément. Mhm. Et il n'a jamais pensé, d'abord l'antisémitisme bien sûr, mais jamais pensé qu'un groupe quelconque confessionnel puisse attaquer un autre groupe confessionnel. Les choses se passaient ainsi et il les condamne. Hein. Mais il ne substitue pas à une haine religieuse des Juifs une haine de groupe contre les Juifs. C'est une énormité en fait. Alors il y a bien sûr des discours, la question est trop complexe, mais il y a des discours contre les Juifs en tant qu'individus ou en tant que groupe en particulier hostile à l'assimilation. Mhm. Mais son mot final sur les Juifs, en gros, c'est soyez philosophes. Nous nous rejoignons sur l'idée et les valeurs d'une vie d'homme où la philosophie, la raison, le bon sens, la bienfaisance, la bienveillance entre hommes seraient des vertus et des valeurs. Et avec les Juifs, comme avec les protestants, comme avec les protestants plus proches dans la foi de tradition et de dogme, si on peut dire, avec les musulmans, ils partagent la possibilité d'une humanité réconciliée. Mhm. Voilà. C'est les deux choses les plus importantes à dire. Qu'il n'y a pas de haine de nation ou de groupe contre les Juifs et qu'il n'y a pas d'autre horizon à un avenir commun que la reconnaissance commune de valeurs partagées. Peut-être pourrait-on ajouter aussi que antisémitisme n'est pas anti-judaïsme. Mm. Mentionner aussi l'affiche dans C'est qui Voltaire qui traite cette question Oui, tout à d'un fait. Voltaire antisémite. Pour la xénophobie, je laisserai la chose de côté. En revanche, je voudrais rappeler ce texte que j'ai redécouvert à l'occasion de notre rencontre, le sermon du rabbin Akib en 1761, qui me semble pouvoir être opposé aussi, un Oui. véritable contre-argument Mhm. à ceux qui soutiennent de telles thèses. Et Sûr. c'est un texte extraordinaire dans lequel il est notamment question de l'évêque de Soissons qui, en 1754, a donné un mandement. Et on sait que d'Alembert a communiqué à Voltaire dans une lettre la teneur de ce mandement. Et je cite donc d'Alembert, que la religion ne doit influer en rien dans l'état civil, si ce n'est pour nous rendre meilleurs citoyens, meilleurs parents, etc., que nous devons regarder tous les hommes comme nos frères, païens ou chrétiens, hérétiques ou orthodoxes, sans jamais persécuter pour la religion qui que ce soit, sous quelque prétexte que ce soit. Fin de citation. Et que dit Voltaire à propos de ce mandement? Ce bon rabbin dit dans sa pancarte intitulée Mandement qu'on doit regarder tous les hommes comme frères et qu'un chrétien doit aimer un turc. Vive ce bon rabbin! Très bien. Alors, on vous a compris, ce qui manque finalement à Voltaire pour être laïque, c'est simplement le mot laïcité, puisque ces idées, effectivement, semblent conduire tout droit euh, au progrès de la laïcité dans la République française telle qu'elle s'installe, pardon, d'abord après la Révolution, puis au XIXe siècle. Alors, ce mot laïcité nous amène directement aux portes de la Troisième République, puisque, si je ne m'abuse, il apparaît dans les dictionnaires à la fin du XIXe siècle, hein, en 1871 chez Littré, je crois. Oui, c'est ça. On peut dès lors se demander, me semble-t-il, euh, si la Troisième République choisit Voltaire pour défendre une sorte de, ou installer plutôt, une sorte de paix laïque dans la République, ou plutôt comme une arme de lutte, un outil intellectuel de lutte des idées contre le cléricalisme, hein, c'est ce qu'on appelle Oui. l'anticléricalisme. Est-ce que finalement Voltaire est là pour son laïcisme, pour sa laïcité, un mot qui lui est quand même rarement associé hein, dans les textes de la Troisième République, ou plutôt pour un anticléricalisme qui, peut-être peut-on le penser, mènera à terme à la Troisième République, pardon, à la laïcité après une lutte des idées. Oui, je crois meilleure la seconde hypothèse. Effectivement, je crois que c'est l'anticléricalisme voltairien qui est en quelque sorte d'abord
dans la pratique et dans les textes populaires, les textes de presse, etc., vivants. Et il se trouve que le Voltaire populaire, le Voltaire populo même, les Goncourt ont parlé d'un voltairisme de cabaret, par exemple, hein, les frères Goncourt. Ce Voltaire populaire est un Voltaire anticlérical. Effectivement, il y a dans l'anticléricalisme voltairien un choix des laïcs de la Troisième République d'un Voltaire opérationnel, si l'on peut dire, un Voltaire qui effectivement servira la cause. Voilà. Et cet anticléricalisme, finalement, il a de longueur de vie, si l'on peut dire, de durée de vie, que le temps du cléricalisme. Hein. Une fois pacifié un cléricalisme qui n'objecte plus à la République le droit d'exister, c'est-à-dire les années 90, avec une reconnaissance par l'Église de la République, de l'idée de République, en 1892, sauf erreur. Une fois installé donc un anticléricalisme d'Église, si l'on peut dire, en tout cas un acléricalisme, le Voltaire, au fond anticlérical, a rendu service un temps. Alors ça se prolonge encore sur quelques décennies, et après tout, on peut rester anticlérical, il n'y a pas d'interdit dessus. Hein. Mais sa valeur, en quelque sorte, historique, de ferment d'un futur de la laïcité, a rendu son service, a fait sa paix. Eh bien, merci pour cette discussion sur la laïcité et ses liens, notamment avec la Troisième République et leur, leur héritage finalement intellectuel, leur héritage idéologique dans notre société actuelle, qui font de Voltaire une figure qui sert encore à défendre les valeurs de la République aujourd'hui et qu'il faut relire. Je vous remercie.